Mayou, comment ça va? Bonjour, Daniel. Ah ben, je sais pas pourquoi, on dirait que je suis particulièrement content de te parler ce matin. En Redon, toi, en quel honneur? Aucune idée. Non? Aucune idée. Aucune idée. Oh, ça te tente de te mesurer ce matin? Oui! C'est un bel exercice hebdomadaire. Je te dis souvent, d'ailleurs, à des gens qui me rencontrent, qui disent, Mayou, non mais, il n'est pas un cadeau. Il n'est pas un cadeau, Mayou. Comment tu fais pour... C'est un bel exercice, une belle gymnastique mentale. Oui, c'est ça, exactement. Alors, nous voici... Puis ils ont raison, Simon. C'est vrai que je ne suis pas un cadeau, mais je peux être intéressant à l'occasion. À l'occasion, effectivement. C'est pour ça qu'on te garde. Pierre, la semaine dernière, quand on s'est quitté, on s'était donné rendez-vous cette semaine pour se parler de ces enfants qui ont grandi sans père ou sans mère. Et ce matin, j'aimerais qu'on essaie de structurer une réflexion là-dessus, à savoir le père manquant pour la fille, la mère manquante pour la fille, et vice-versa pour le garçon. Mais j'aimerais qu'on insiste aussi, lorsqu'on a la particularité que ce n'est pas seulement l'absence du père pour cause de décès ou d'abandon, mais lorsque ce père ou cette mère-là reste dans l'entourage et à l'occasion, lorsqu'il y a un contact avec son enfant, c'est toujours un contact négatif. C'est pour lui faire des reproches, c'est pour lui dire qu'il devrait pas faire ci, pas faire ça. Pourquoi tu me demandes ça? Puis on sait bien, puis bon, puis j'aimerais qu'on parle de ça ce matin. Oui. Ben, écoute, dans un premier temps, je dois te dire que des parents crétins, c'est toujours nuisible. OK? Oui. Alors, c'est pas l'absence du géniteur, c'est ce qu'il fait. Bon, qui va nuire à l'enfant lorsqu'il est là. Deuxièmement, il n'y a aucun problème à ce que les géniteurs soient absents, père ou mère, en autant qu'un adulte signifiant qui prend la relève. Oui. Alors, il y a beaucoup de parents incompétents au Québec qui sont majoritaires. Mais à l'occasion, il y a des enfants qui ont la chance de rencontrer un adulte qui a de l'allure. Alors, lorsqu'une fille, par exemple, rencontre sa mère, ben, c'est une charognarde, puis c'est une nobody, puis c'est une... Tu sais, écoute, elle vaut pas cher la livre, là. Bon. Mais cette jeune fille-là a la chance d'avoir une tante, une grand-mère, ou quelqu'un qui s'intéresse à elle, qui est maternante. Ouais. Il n'y a aucun problème. La génitrice, on l'oublie. Tu me suis? Oui. La même chose pour le garçon avec le père. Oui. Écoute, des poteux, puis des alcooliques, des picoleux, puis des biberonneux, puis toutes sortes de maudits, tu sais, des agrès, ce que j'appelle, moi, respectueusement, des trous de cul. Au Québec, ils sont majoritaires, les hommes trous de cul. Il faut se le dire ce matin, là. Vous êtes majoritaires. Maintenant, un garçon qui a la chance de rencontrer un grand-père, un oncle, un coach de hockey ou un responsable dans une activité, les scouts ou des choses comme ça, avec lesquels il établit un bon lien, ben, il est sauvé, Daniel. C'est pas plus... Mais je suis pas certain. Mais malheureusement, Pierre, oui, je te suis. Alors, mais je suis pas certain de ça. L'autre volet qui est capital, que j'ai oublié, là. Oui. Bon, tout ça étant dit, et ça c'est vrai, il y a aussi le fait que une fille qui est abandonnée par sa mère ou un garçon qui est abandonné par son père, lorsque ces enfants-là ont la chance de côtoyer des petits gamins qui ont de l'allure. Alors, ce qu'on appelle des pères, P-A-I-R-S, des pères qui ont du bon sens, avec ce que j'ai dit au préalable, ben, ils sont sauvés. Mais Pierre, je dois te dire, d'abord, c'est des cas qui ont été portés à mon attention et c'est pas là par hasard qu'on parle de ça ce matin. Mais je dois te dire que tout en respectant ce que tu viens d'énumérer comme facteur ou comme situation, il y a aussi des cas où c'est extrêmement destructeur. De savoir qu'on n'est pas aimé ou rejeté par son père ou sa mère, ça peut te gâcher une vie, ça, mon ami. Non, l'influence des géniteurs est beaucoup moindre. Si, face à un parent charognard, il y a des adultes qui prennent le petit gamin et qui facilitent des activités d'enfants du même âge et un bon contact avec un adulte qui a de l'allure, l'enfant est sauvé. Ouais. Je te le dis. Ouais. Alors, quoi faire? Je m'adresse à tous les parents là, qui vivent ça. Mais oui, c'est une épidémie au Québec. J'ai cru, malheureusement, Daniel, jusqu'à 40 ans passés, qu'il y avait beaucoup de bons parents au Québec. Mais à un moment donné, j'ai été obligé de constater que les mauvais parents, à des degrés différents, étaient majoritaires. Ouais. C'est plate,
Mais c'est ça. Mais Pierre, alors, quand tu me dis que ça n'a pas de conséquences, moi je te dis, je regrette, mais ça en a, parce que je connais des gens, il y a des cas qui ont été portés à mon attention. Il y a des dossiers que je connais particulièrement bien, où ces enfants-là sont devenus des enfants complètement désorientés, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas des bonnes personnes alentour d'elles. OK, non, je me reprends. C'est parce que t'as pas compris mon point, là. Alors, face à un enfant qui est pogné dans une relation avec un parent qui n'a pas de bon sens, un père ou une mère, OK? Il y a deux choses qui vont le sauver. Des activités avec des jeunes qui ont de l'allure de son âge, Oui. et d'établir, de favoriser un contact signifiant avec au moins un adulte qui a du bon sens. C'est sûr que, attention, faut que tu comprennes bien mon point, là. Oui, oui. C'est que former une relation avec un adulte signifiant, c'est l'équivalent d'un substitut parental. Je comprends très bien. Alors, lorsque ça est fait, je peux t'assurer que 90% de ces enfants-là sont sauvés. Est-ce qu'il peut arriver, Pierre? Maintenant, attends un peu. Oui. Là où t'as raison d'être inquiet, Oui. c'est que les charognes comme parents, là, isolent, comme les batteurs de femmes, isolent les enfants de l'entourage salvateur. C'est là que tu as raison d'être inquiet. Oui. C'est que non seulement ils sont charognes comme parents, mais ils s'assurent que cet enfant-là ne sera pas sauvé par personne. Mm. Tu me suis? Oui, oui. Et c'est plein de ça au Québec. Oui. Il y en a beaucoup, Daniel. Oui. Oui. C'est là que la tragédie est, d'où l'importance de se lever lorsqu'on voit un parent charognard, lui dire en pleine face, sais-tu comme parent, t'es une maudite charogne? Ne pas se gêner de les désapprouver. Vous choisirez votre langage, là, mais tu comprends ma caricature. Oui, oui, oui. On peut aller loin. Je comprends. On peut aller loin. Je comprends. Et je suis moi-même ça m'est déjà arrivé une fois d'aller assez loin. Pierre, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, un enfant rendu à un certain âge se révolte, mais contre les gens qui ont tenté de lui tendre la main et de devenir, si on veut, des substituts? Dans le sens suivant. À un moment donné, l'enfant, là, quand il a passé la vingtaine, ou peut-être même un peu avant ça, se dit, écoute bien, la situation dans laquelle je me suis engagé, c'est que je suis en train de me contenter de substituts alors que mon vrai père ou ma vraie mère n'arrête pas de me faire chier. Tous les contacts qu'on a sont des contacts négatifs. Donc, je rejette cet entourage-là parce que ma réalité, c'est pas ça. Oui, c'est un bon point. C'est le syndrome de Stockholm. C'est que souvent, les enfants très abusés, très dénigrés, vont refuser l'aide et même aller jusqu'à défendre les abuseurs et les charognards. Alors, les charognes au Québec, vous avez la chance, effectivement, de jouer du mécanisme de Stockholm, qui consiste, à un moment donné, à trouver correct l'abus et même à défendre les abuseurs, à les protéger. Et deuxième point, j'ai remarqué en faisant beaucoup de psychothérapie que comment je te dirais bien ça, donc? En tout cas, j'arrive pas à le phraser, à l'articuler assez clairement, là. À un moment donné, ça va me revenir. Mais c'est pas facile, cette histoire-là. OK. Parle-moi d'un autre dossier que tu as lu hier dans le Journal de Montréal et qui concerne le lait cru. Et tu m'as dit tout à l'heure, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que ça peut s'appliquer à chez vous. Ben oui, Radio Simon, vous autres, vous êtes en milieu principalement rural, petite ville, village, campagne. Et écoute, on va avoir une autre dette, on va avoir un gros merci à dire à l'Ontario encore une fois. Il y a un juge de l'Ontario, OK, le 21 janvier, qui a rendu un jugement extraordinaire. Ça faisait, comme ça a été le cas, mon cas à moi, et le cas de certains producteurs au Québec, on voulait vendre du lait cru, on voulait vendre du fromage au lait cru, on voulait vendre de la crème faite à la ferme, etc. Et il y a un juge en Ontario qui a, autorisé un nommé Michael Schmidt à vendre du lait frais direct à la ferme. Ah oui? Yes! Tu sais pas comment il s'y est pris. Mais comment le type s'y est pris, comment le juge, ce que le juge a autorisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Schmidt, le cultivateur, il a dit, moi là,
ma ferme, c'est une coopérative. Il y a 150 personnes qui sont copropriétaires avec moi. C'est pas vrai. Oui. Donc, ça pourrait être la même affaire pour quelqu'un qui voudrait vendre des œufs frais directement à la ferme. Ah oui. Et là, le juge dit, écoute, c'est une coopérative. Alors, fuck le règlement national qui interdit la vente de lait frais, de lait non pasteurisé. Ouais. Parce que les producteurs ont le droit. Hey, d'après le juge, il est allé dire que les producteurs avaient le droit de boire du lait frais. On est rendu là, Daniel. Je suis scandalisé. Quelle sorte de république de bananes qu'on a? Ça prend-tu des maudits innocents qui nous ont précédés, gang de morons, pour aller oser dire que les producteurs laitiers n'ont pas le droit de boire leur lait? Mm-hmm. Non, mais ça prend-tu des innocents? Oui, mais attends, là. Fédération des producteurs de lait, puis UPA, gang de crosseurs. Mais attends, pour pas qu'on te perde en route, là, toi, tu es d'accord avec le jugement qui a été rendu par rapport à la coopérative? Ben, c'est évident. Oui, mais ce que tu dénonces, c'est ce qui a précédé. En fait, tu viens dire enfin un juge qui se tient debout et qui voit clair. Ben oui, puis qui autorise, qui reconnaît qu'il y a du lait frais, mais il n'y a pas de problème là, en autant qu'il y a certains standards de propreté à la ferme. Ouais. Tu comprends? Oui. Alors, le rôle du gouvernement... Parce que chez Schmitt, tu sais pas qu'est-ce que les CAR en Ontario avaient fait, hein? Ils avaient fait une descente de police puis d'inspecteurs du gouvernement avec des carabines. Bon. Pour tuer les microbes. Hey, écoute, alors, je trouve ça extraordinaire parce que je me suis battu beaucoup pour ça. Comprends-tu? Oui, mais Pierre... Et j'ai été le premier, j'ai fait ça à mes frais. Ça m'a coûté 1 486 000 cette aventure-là. À tes pour frais? être le premier au Canada à fabriquer et à vendre un fromage de lait cru non pasteurisé direct de la ferme. Ouais. Ça m'a coûté un bras, Oui, mais je suis tellement fier. Oui, mais attends, là, ça pourra pas servir de jurisprudence générale, parce que, exemple, écoute, je suis pas sûr, moi, une compagnie, là, qui fabrique du fromage au lait cru, pourra quand même pas vendre 1 500 000 parts, puis dire, moi, il n'y a pas de problème, je distribue ça en épicerie, puis je vends mon fromage à mes membres. Non, plus petit que ça. C'est pas pour les compagnies, c'est pour les producteurs. OK. Comprends-tu? Alors, les fermes artisanales, tout ça, là. Il a dit, ma ferme, là, j'ai 150, puis quand ils viennent, écoute bien la pause, puis quand ils viennent chercher du lait, puis du fromage, ben, ils me donnent quelques piastres pour entretenir le troupeau. Ben oui. C'est-tu pété? Non, mais... Au lieu de dire, ils payent pour le lait, ben, ils payent pour l'entretien de leur bête. Ben oui, ils sont membres de la coopérative. Hey, c'est-tu génial? Faut que ça vive, ça prenait des Anglais pour penser à ça. Je trouve ça très intéressant, mais Pierre, tu comprends que au bout du compte, il y a toujours une logique qui va triompher de ce qui semble illogique à première vue. C'est en plein ça. Et il s'agit parfois de juste trouver le bon filon puis de persévérer. Ben, dans mon cas, moi, je les avais affrontés. Comprends-tu? Je les avais pris de front. Et puis, on a fait le fromage. Et maintenant, il y a quoi? Il y a 45-50 sortes de fromages au lait cru fermier au Québec. Mm-hmm. Ben, c'est grâce à la bataille que j'ai livrée initialement. Et, anecdote, Daniel, dans les années 80, alors que c'était illégal et criminel de vendre du lait cru, du lait frais, non pasteurisé à partir de la ferme, est-ce que tu peux croire que le ministre de l'Agriculture à l'époque, M. Pagé de Saint-Basile, envoyait son oncle chercher de la crème fraîche que nous avions extraite sur la ferme pour recevoir les dignitaires du gouvernement chez lui? C'est pas vrai. C'est vrai comme c'est là, ça là. Parce que c'est mon oncle qui était taxi, puis là, Michel disait à mon oncle, va me créer de la crème fraîche. Oui. Alors là, il accourait chez Maillot, puis il partait avec 3-4 litres de crème fraîche. Oui. Supposément illégal. Mais là, on est en quelle année, là? Dans les années 80. OK. 83, 84. Écoute, c'était sous le règne de Bourassa. OK. Bon, et c'est Michel Pagé qui était le ministre de l'Agriculture à l'époque. Oui. Mais est-ce qu'on avait commencé à serrer la vis? Est-ce qu'on avait commencé à serrer la vis dans ce temps-là? Ouais. Pardon? Est-ce qu'on avait commencé à serrer la vis dans ce temps-là, dans le sens qu'on n'avait même pas le droit d'en vendre dès les années 80? Oh, mais c'était probablement avant, c'était peut-être à la fin des années 70, 78, 79, en tout cas. Non, ça devait être 80, 81. Mais ça a toujours été, c'était illégal. Et probablement qu'il disait à la cuisinière ou à celui qui préparait le repas, on va aller chercher de la crème fraîche chez Mailloux, c'est tellement meilleur.
Écoute, elle était bonne, elle était écœurante. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'on avait un troupeau. On avait sélectionné un troupeau, nous autres, sur le plan génétique, qui donnait de 4,5 à 4,8 de moyenne de gras. Ouais. Alors, le lait c'était pas une grande quantité, puis on utilisait, écoute, un vieux centrifuge ancestral. Et les vrais centrifuges de campagne, là. Ouais. Qu'il y avait chez les cultivateurs. OK. Ça donnait une crème écœurante. Comme on dit, ça montait puis ça se tenait. Ah! Pierre Mailloux, merci. Merci, le temps est écoulé. Salut, à la semaine prochaine.